bien, bonjour à toutes et à tous. Nous voici réunis aujourd'hui, mardi 14 avril, pour une deuxième émission, deuxième phase de Téléfit, une émission proposée par les francophonies de l'innovation touristique, où nous avons décidé de nous retrouver chaque mardi entre divers experts de l'association pour pouvoir parler de cette crise du Covid-19 et puis de maintenant, de demain et d'après-demain. Ça va être le but encore aujourd'hui pour pouvoir essayer un peu de nous extraire du quotidien et puis surtout de confronter des regards et des points de vue différents venus de différents coins de francophonie. Avec moi cet après-midi, nous aurons Paul Arsenault juste sur une première intervention. Paul Arsenault, puisqu'il est aujourd'hui occupé à l'UQAM, en conseil des études, donc, qui est titulaire de la chaire Transat de l'Université de Québec à Montréal. Nous avons avec nous Valérie Lalbin, directrice générale de Shawinigan Tourisme au Québec, Patricia Almeida, qui est propriétaire de chambre d'hôtes et blogueuse et qui milite pour le Val d'Airain, qui est une splendide vallée du Valais, canton suisse. Nous avons Guillaume Cromer, président d'Acteurs du tourisme durable et consultant, qui est à Grenoble en France. Et puis nous avons Denis, qui en même temps fait la technique de cette émission, et Denis Genevois, qui est directeur d'un tour d'avance, co-directeur d'un tour d'avance, qui est un cabinet de consulting touristique en Belgique. Voilà un peu, et on va commencer à faire le tour de piste avec l'humeur du jour. Un peu comment vous sentez-vous, Denis? Bien, bonjour Jean-Luc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, j'ai mis comme fond d'écran, comme vous le voyez, un cabinet de voyance, un salon de voyance. J'aimerais avoir des talents de voyant pour savoir vers quoi nous allons après ce fichu confinement. Malheureusement, je n'ai pas ces talents-là. Je le regrette, donc on va essayer de s'exprimer avec la meilleure des visions, la meilleure analyse possible, ce qui ne sera pas facile, évidemment. D'accord. Alors, Guillaume, pas de fond d'écran derrière, mais malgré tout, beaucoup de choses derrière toi. Tu vas nous en parler. Ouais, salut Jean-Luc, salut Denis, Valérie, Patricia, salut à tous. Moi, j'ai mis des bouquins, je suis en pleine introspection moi, sur cette question de l'effondrement. On voit des bouquins derrière, que ce soit sur l'effondrement du Damasio, sur de la science-fiction, que ce soit sur des choses autour de l'entraide, de la sortie de la croissance. Donc, je me pose pas mal de questions. Vous l'avez peut-être vu aussi dans le billet que j'ai publié ce matin sur le blog e-tourisme. Et ben, en tout cas, ouais, grosse période d'introspection avec ce confinement. C'est plutôt intéressant de creuser les futurs. Denis, on pourra en parler si tu veux. Alors, Valérie, à Shawinigan, quelle humeur ce matin, puisqu'il est 10 heures au Québec? Oui, 10 heures du matin. Écoute, moi, j'ai pas de fond d'écran non plus, mais je sais pas si à l'envers ça va donner. J'ai fait ça vraiment à l'arrache. Oui, ça marche dans le bon sens. Fait que moi, je suis dans le small is beautiful. C'est mon esprit en ce moment. En référence plus particulièrement au livre de l'auteur économiste Schumacher, pas le pilote, là, mais l'économiste Schumacher, qui déjà en 1973, qui est ma date de naissance, argumenter ou démontrer l'importance d'une société qui se voudrait équilibrée, de se construire sur une économie durable, à dimension humaine, qui se soucie de ses travailleurs, qui se réalise en respect de son capital naturel qui l'entoure, et du même coup en faire une économie consciente. Donc c'est mon humeur. D'accord. C'est mon côté très optimiste, on va dire optimiste pour Guillaume, qui m'attend au tournant. Et Patricia, donc, qui est propriétaire de chambre d'hôtes dans le Val d'Airain, qui a participé aux Francophonies déjà, qui est également blogueuse, qui milite pour le Val d'Airain. L'humeur dans le Val d'Airain aujourd'hui? Serein, paisible. J'avais prévu mon fond d'écran naturel avec la vue sur les sommets environnants. Mais bon, la connexion était pas au top. Donc voilà, je suis revenue sur l'intérieur. Mais c'est ça, plutôt serein, et on se sent, à vrai dire, assez privilégié de vivre aussi dans ce cadre de vie préservé. J'avais souvent envie de dire hors du temps, mais là quand même le temps nous a un peu rattrapés parce que voilà, la crise, elle est partout, elle est aussi dans nos petits fonds de vallée. D'accord, merci Patricia. Et puis on va
finir ce tour de piste avec Paul Arsenault, à qui j'ai demandé hier soir pour l'enregistrer, finalement, comment il voyait cette semaine par rapport à quels espoirs, quelles inquiétudes, quelle réalité, et comment il allait nous dire ce qu'il allait se passer. On l'écoute. Ce que je réalise, c'est qu'on a à peine encaissé le coup. On a à peine pris conscience de ce qui s'en venait, parce qu'on est encore dans la crise. Là. Le président a annoncé hier que vous en aviez encore pour un mois à être confiné à la maison. Et ce que je réalise donc, c'est que, un peu comme le tableau derrière moi, on était dans une phase de délit de colère et de peur. Et là, on est peut-être dans une phase de marchandage, où on commence à négocier. Si je laisse un peu de ça, peut-être que la saison commencera plus tôt. Et je sens une espèce de précipitation on a un plan d'action qu'on va mettre en branle la seconde où ça va reprendre. Et ça ne sera pas comme ça. Il y a un problème d'offre et un problème de demande. Le problème de la demande, c'est que les potentiels visiteurs sont coincés, sont encore en confinement, à quel moment ça sera levé, ne peuvent pas se déplacer dans les régions, dans les pays, on ne sait pas à quel moment ça va être levé, ne peuvent pas se déplacer entre les pays, on ne sait pas à quel moment ça va être levé, sont financièrement affectés. On retrouve beaucoup ici au Québec, au Canada, des reports, des loyers, des prêts bancaires, de l'hypothèque, etc. Mais tout ça est reporté dans le temps. Donc, les gens sont en train de s'endetter actuellement. Ils vont se retrouver ou sortir de la crise avec un endettement beaucoup plus important, avec des craintes nouvelles par rapport à la distanciation qu'on n'a jamais connue, pour lesquelles on n'a aucune idée. Un sondage a été fait la semaine dernière sur les voyageurs américains. Et seulement le tiers des voyageurs américains disent qu'ils seront prêts à retourner en voyage 3 mois après la fin de la COVID. Non pas après le pic, mais après la fin. Donc, les 2 tiers ne sont pas prêts à voyager dans les 3 mois qui suivent. Ce sont également 1 tiers qui seraient prêts à retourner à l'hôtel 3 mois après la fin et seulement 1/4 qui seraient prêts à reprendre l'avion 3 mois après la crise. Donc, au niveau de la demande, on a un fichu problème. Et au niveau de l'offre, c'est exactement la même chose. On parlait la semaine dernière du gruyère. On n'a aucune idée quelles sont les entreprises qui sont capables de fonctionner. On retrouve ici au Canada une offre qui permet de réembaucher les employés en couvrant 75% des dépenses salariales. Or, les hôtels qui ont 0% de revenus ne peuvent pas réembaucher des gens pour rien faire. Donc, on est déjà dans la réflexion à reporter dans le temps, à partir des opérations, de soutenir à ce moment-là, dans quelques mois, par exemple, l'hôtellerie. Alors, tu vois, on est à peine dans l'encaissement du coût et de la réflexion. On sort peut-être de la peur et on est rendu au marchandage, mais on est très loin d'un plan de relance, on est très loin de l'encouragement. Et peut-être qu'on le fait par mégarde ou par toujours bonne foi, mais il n'y a rien qu'on peut dire actuellement. On n'a jamais connu une crise de cette ampleur-là qui touche à la fois l'offre mondiale et la demande mondiale. Voilà. On n'est pas plus convaincu qu'on ne sait pas. Oui, ce qu'on peut dire, que c'est plus les destinations et les entreprises sont dépendantes d'une demande internationale parce qu'elles ont des clientèles internationales, plus elles seront quand même touchées, ça c'est évident. Exactement. Et la clientèle locale, à quel moment à quel moment? Et déjà, on imagine que tout ce qui va être faible, on parlait de slow tourisme, peut-être tout ce qui va être faible densité d'habitation et faible densité de fréquentation touristique risque effectivement de se retrouver en haut de liste et de liste pour l'offre touristique. Mais est-ce que les entreprises pourront opérer avec 25% de la demande d'habitants? La question va se poser d'un point de vue économique et de la possibilité d'opérer dans ces conditions-là. Et va se poser aussi également d'un point de vue de la demande, c'est-à-dire comment on imagine un séjour de vacances avec 60% uniquement des prestations habituelles de ce séjour qui sont assurées. Est-ce qu'on va pouvoir justement innover dans ces prestations? Est-ce qu'il va falloir inventer autre chose? Ici, il a été ordonné au Québec que d'ici le 31 août, aucune manifestation, festival ou événement sportif ne pourra se dérouler. C'est déjà un ordre, un décret gouvernemental. Donc, on sait d'ores et déjà qu'il n'y aura aucune forme de festival, de rencontre, de match avec un public d'ici le 31 août. Donc, qu'est-ce qui reste de l'animation
en milieu urbain si déjà les festivals sont d'ores et déjà annulés pour la saison, sachant que la distanciation risque de passer de 2 à 4 mètres, peut-être, on se rend compte que la pulvérisation peut être à 4 mètres. Comment vont fonctionner les bars? Comment vont fonctionner les restaurants? Est-ce qu'ils vont vouloir, est-ce qu'ils vont pouvoir fonctionner dans ces conditions-là? Voilà. Donc, ton sentiment de la semaine, pour conclure, Paul, c'est interrogation. Voilà. Et laissons-nous guider et passons la phase du marchandage pour peut-être, malheureusement, assumer notre dépression qui s'en vient nécessairement. Bonne semaine. Merci, Paul. Et voilà, merci à Paul de ce témoignage. C'est vrai que ça nous amène à notre suite sur l'évolution de la situation dans les semaines à venir et qui va être quand même extrêmement importante. Donc, on en parlait tout à l'heure, pas de festival au Québec, disait Paul, jusqu'à la fin août. Chez nous, notre président de la République qui intervenait hier soir a dit c'est pas avant le 15 juillet, à minima. Les restaurants et les hôtels, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont ouvrir. Et donc, on se pose, je pense, un peu partout, je pense qu'en Suisse ou en Belgique, c'est la même chose, vous allez nous le dire, mais on se pose la question de la couleur de la saison. Est-ce qu'elle sera blanche? Est-ce qu'elle sera grise? Est-ce qu'elle sera à trous? Parce qu'on n'aura pas toutes des activités. Vraiment, l'image et la physionomie de cette saison est déjà énorme. Et parallèlement, moi, c'est ce qui m'impressionne depuis quelques jours, c'est qu'on voit les premières décisions qui sont prises, c'est des budgets extrêmement importants pour faire de la communication, qui sont votés avec... Notamment, je pense, pas forcément que les techniciens du tourisme, mais aussi les responsables politiques qui demandent aux organisations de gestion de la destination de se dire, tiens, il faudrait peut-être retrouver des clients pour que ça fonctionne cet été. Donc, c'est ces deux éléments-là. On ne sait pas comment sera fait la saison et on part sur la communication. Patricia, toi en Suisse, comment tu vois ça? Quel impact au quotidien déjà aujourd'hui? Comment ça se vit aujourd'hui? Et puis pour cette saison 2020? Alors nous, la situation est un petit peu différente dans le sens où on parle de semi-confinement. Ça fait appel quelque part à un confinement solidaire et responsable. Moi, typiquement, en tant qu'hébergeur touristique, je n'ai pas l'obligation légale de fermer. En revanche, c'est une décision que j'ai prise il y a déjà un mois pour des raisons solidaires. Et puis, aujourd'hui, je me sens plutôt sereine par rapport à la suite. On a la chance aussi d'être dans un environnement qui est très privilégié et j'ose croire en fait que cette saison d'été peut-être nous sera favorable par rapport à un tourisme local. Alors c'est clair qu'il y a d'abord eu l'onde de choc parce qu'on a une saison d'hiver qui s'est achevée prématurément avec tout ce que ça implique, avec quand même la fermeture des remontées mécaniques, des restaurants, des activités de loisirs. Et puis, passé cette onde de choc, il y a un gros mouvement de solidarité. Il y a vraiment plein d'élan de solidarité de partout. On a des soutiens aux commerçants qui se sont mis en place. On a nos petits épiciers des villages de fond de vallée qui vont livrer avec un âne dans les alpages. On a la jeune génération qui se mobilise pour apporter de l'aide à nos anciens. Enfin, voilà, moi, ce que je vois pour l'instant, enfin, à titre très, très personnel, c'est tout cet élan de solidarité qui existait déjà dans nos contrées, mais qui se développe un peu plus. Et moi, ça me fait chaud au cœur de voir que là, aujourd'hui, on a quelque chose qui est vraiment tourné vers l'humain et qu'on ne pense pas forcément à l'après en termes de chiffres. Là, pour l'instant, on est en train de se dire comment on fait pour garder le lien, avec nos visiteurs, avec nos habitants, avec nos anciens, avec tout ça. Et alors, du coup, les visiteurs, justement, qu'est-ce qu'ils en disent, eux? Est-ce que quand tu les as sur les réseaux sociaux, etc., c'est quoi Alors, il y a des choses. En tout cas, faut être honnête. Hein. Moi, en tant que prestataire, en tant qu'hébergeur, ça fait plus d'un mois que j'ai pas le téléphone qui sonne, ni un mail, ni rien. Hein. Donc, je crois que personne a en tête une envie d'escapade. Et puis après, au niveau des réseaux sociaux,
Alors, moi, j'anime ma propre page où là, je continue à créer du lien avec, voilà, avec ma communauté et on sent bien qu'il y a cette envie de s'évader. J'anime aussi les réseaux sociaux du Val d'Airain. Et puis, nous, depuis le départ, on a toujours animé ces réseaux sociaux de manière très tournée vers les gens. Donc, quelque part, on n'a pas changé grand-chose, on continue. En revanche, on voit qu'il y a beaucoup d'engouement de la part des gens, ils sont ravis qu'on continue à entretenir ce lien et ils se montrent très solidaires avec nous. C'est-à-dire que d'emblée, certains disent bah oui, dès que c'est la fin, on va revenir, on va manger chez un tel, on va acheter ceci, on va acheter cela. Enfin, il y a vraiment toute une dynamique qui se met en place où on sent ils sont là aussi et ils nous soutiennent. Super. Ben, écoute, ça donne déjà envie de partir vers le Val d'Airain, faire un tour. Denis, toi, tu es en contact avec les acteurs du tourisme belge et Wallon en particulier. Comment ils sentent cette saison 2020? C'est une question un peu presque sociologique hein, que tu me poses là. Il y a toujours cet espoir auquel ils se raccrochent. Maintenant, nous, on aura plus d'informations par rapport aux Français demain, puisque vous avez votre intervention présidentielle qui a déjà donné quelques indices sur le prolongement du confinement et l'élevée progressive qui se présenteront. Nous, ça sera demain que ça sera annoncé. Alors, disons qu'on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment une vision commune, une réaction commune chez les opérateurs wallons. Parmi ceux avec lesquels j'ai eu l'occasion d'échanger ces derniers jours, on va dire qu'il y en a tout d'abord une certaine tranche qui sont relativement sonnés, qui sont un peu dans les cordes. Certains qui vivent un peu dans le déni de la situation, avec une absence même totale ou quasi totale de communication sur ce qui est en train de se passer, à part une petite mention, nos bureaux seront fermés, etc. Et qui vivent un peu donc dans l'espoir que la crise se termine et qu'on pourra reprendre comme avant, la vie d'avant, quoi. Un peu la technique, la position de l'autruche, quoi, en fait. Oui, c'est ça, quoi. Mais en même temps, je comprends parce que c'est tellement un choc ce qui s'est passé pour ces gens-là. C'est pas étonnant. Donc, c'est pas une critique du tout, c'est un constat. Alors, on en a aussi, on a un bon nombre, un peu comme partout, qui place un espoir, mais un espoir peut-être trop grand dans ce scénario hypothétique très probable, hein, mais de cette consommation touristique hyper locale, y compris pour des consommateurs traditionnellement amateurs de tourisme de masse et de village resort, de resort hôtel. Ce qui est assez paradoxal chez nous en Belgique, puisque traditionnellement chez nous, le tourisme est déjà assez local, puisque la première clientèle touristique en Belgique, en Wallonie, c'est le Belge lui-même. Et au contraire, c'est cette clientèle touristique dont il va falloir soustraire les rares Français, les Français, les Hollandais qu'on avait dans nos clientèles qui vont, dans le cas de ce scénario-là, plutôt rester dans leur pays, dans leur région et pas venir en Wallonie. Donc, c'est pas forcément une bonne chose non plus. Donc, c'est un espoir auquel on se raccroche, mais derrière lequel se cache une réalité un peu difficile aussi. Et puis, enfin, on a ceux qui envisagent la reprise à grands coups, c'est ce que on disait il y a quelques instants, à grands coups de campagne marketing, hein, un marketing territorial, mais avec une vision, on va dire, plutôt traditionnelle du marketing, donc de refaire ce qu'on faisait avant. Donc voilà, est-ce qu'on va sortir de cette crise avec un changement radical dans les mentalités ou au contraire voir la vie reprendre son cours normal? Personne n'en sait rien. Voilà. Merci Denis. Alors Valérie, toi, je rappelle que tu es directrice générale d'un OGD, donc de Tourisme Shawinigan, qui est à Mauricie et sur un vaste territoire, mais un territoire où la clientèle touristique est surtout une clientèle québécoise, domestique, locale, on dit, nous, côté en Europe, domestique chez vous au Québec. Donc du coup, est-ce que ça laisse un espoir? Quel est l'état d'esprit aujourd'hui? Ben, l'état d'esprit, on n'a pas tous le même, hein. Il y a juste à écouter ce que vient de dire Patricia, Paul, Genevois, Denis. Le mien, c'est sûr que j'ai encore beaucoup d'interrogations. Je suis beaucoup en observation.
pense qu'on a besoin de patience pour voir aussi, écouter les prochaines nouvelles ou les prochaines indications qui vont nous être données par notre Premier ministre. Mais moi, je me sens comme Patricia, j'ai de l'espoir. J'ai encore une part de rêve, j'ai espoir qu'on aura un semblant de saison. C'est vrai que bon, Shawinigan, on est assez central, notre position géographique est assez centrale. On est à mi-chemin entre Montréal et Québec, qui sont quand même des zones émettrices importantes au niveau des flux touristiques intra-Québec. En plus, bon, on est à moins de 2 heures de route, donc dans un rayon de 2 heures de route, c'est quand même c'est quand même facilement accessible. On a un produit nature qui est super important sur notre territoire. En fait, parmi nos produits, on compte le parc national de la Mauricie, qui est un parc fédéral, qui est énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, le parc national de la Mauricie, c'est presque 500 km². C'est plus grand que l'île de Montréal comme tel. Alors, je crois vraiment que le besoin de nature et d'espace, de grands espaces va jouer. C'est ça, aller voir ailleurs, ça va rester un besoin, surtout après une longue période de confinement. Sortir loin, prendre l'avion, c'est clair que c'est pas envisageable à court terme, mais à court terme, les gens vont avoir besoin de sortir et les Québécois, ce sont des touristes qui n'ont pas peur aussi de faire de la route. Et ils sont attachés aux produits nature. Donc, un produit comme celui-là, à Shawinigan, je me dis que ça nous donne la chance de pouvoir compter sur une grande part de visiteurs quand même, d'autant plus que c'est tombé comme ça, mais 2020, c'est l'année du 50e anniversaire de notre parc national. Donc, à l'intérieur de cet événement-là, le parc avait une programmation particulière et la dernière fois que je lui ai parlé, il me disait qu'ils avaient fermement l'intention de maintenir leur programmation spéciale, quitte à en déplacer certains éléments au calendrier en fonction des autorisations qui nous seront faites de se déconfiner et de commencer à sortir. Mais voilà, je pense que c'est vraiment un plus. Et on parlait, je ne sais plus qui, de Denis peut-être, mais c'est sûr qu'après une longue période comme celle-là où les gens ont perdu, plusieurs personnes ont été en chômage technique, les revenus ont été plus minimes dans les derniers mois, voire inexistants pour certaines personnes malgré des aides. Mais tu vois, le parc national, y aller en famille, c'est à peu près $16 pour une famille, en pouvant y passer la journée. $16, ça fait grosso modo 10 euros. 10 euros pour une famille. Bon voilà, c'est vraiment très accessible en termes géographiques, en termes d'activité, en termes de produits. C'est sécurisant aussi. Je trouve que c'est un produit rassurant, la nature, parce que Paul parlait de la fameuse distanciation, le 2 mètres en question que notre Premier ministre nous a clairement énoncé comme étant une condition sine qua non de notre déconfinement et qui allait durer pendant des mois. Bon ben voilà, 2 mois, 2 mètres d'écart, c'est possible quand on est dans un environnement extérieur et naturel. Donc moi je reste confiante, j'ai vraiment beaucoup d'espoir et après, ben voilà, j'ai quand même encore beaucoup d'interrogations. Est-ce que c'est ça? Alors Guillaume, c'est ce que vient de dire Valérie, c'est la grande revanche des espaces naturels pour cette saison 2020. C'est finalement pour beaucoup d'acteurs du tourisme durable qui, quelque part, une année où tout ce qu'ils disaient depuis longtemps, ça semble correspondre tout à fait à ce qui va se passer dans les mois à venir. Qu'est-ce que tu en penses? Le tourisme durable, ce n'est pas que la nature, mais c'est clair que nous, ce qu'on raconte avec ATD, les acteurs du tourisme durable depuis pas mal de temps, on sent bien qu'on est quand même dans le vrai et qu'il y a pas mal les réflexions qu'on pose sur la table depuis des mois, des années maintenant, on est dans le vrai, que ce soit sur la nécessité de préserver le vivant, mais par rapport à notre société de manière générale. On sait d'où vient cette pandémie, elle vient bien des problématiques du vivant et de ce que l'humain va faire par rapport à la planète, de ce qu'on appelle les zoonoses. Enfin,
Aujourd'hui, les entreprises, moi, je suis pas hyper serein hein, sur la saison. Je pense que ça va être très, très compliqué. On va avoir énormément de casse sociale, en fait, parce que le tourisme, c'est des TPE et c'est compliqué. Il faut absolument que l'État vienne en aide aux structures. Il faut qu'on fasse de la dette publique. Il faut qu'on aide absolument parce qu'il va y avoir de la casse et il faut qu'on ressorte de cette crise avec quand même des entreprises qui ont une capacité à. Et ça, c'est clair qu'il faut qu'on soit présent. Il faut qu'on aide. Il faut on aura des factures derrière pour l'État, mais en fait, il faut qu'on y aille parce qu'on a besoin d'aide pour pouvoir après rebondir. Macron l'a dit hier, on aura un plan spécial d'urgence pour le secteur du tourisme, l'événementiel, etc. Donc, c'est plutôt positif. Après, il faut voir dans le concret ce qu'il y aura là derrière. En tout cas, on a besoin d'aide pour pouvoir surmonter cette crise et repartir après de l'avant. Et ça, c'est indéniable. Nous, chez Acteurs du tourisme durable, c'est clair, je l'ai écrit ce matin sur le blog, il faut qu'on repense notre secteur, il faut qu'on repense notre société. Toutes mes réflexions actuelles sur le côté post-croissance, on va en reparler derrière, mais en tout cas, il faut qu'on arrive à passer cette crise. Ça va être compliqué, il va y avoir de la casse, il faut un soutien et il faut qu'on ait de la solidarité aussi entre nous. Il y a peut-être de nouvelles formes de solidarité aussi à inventer entre nous. À un moment donné, je parlais des tantines en Afrique où derrière on mettait au pot pour que dès qu'il y a quelqu'un qui est en galère, on vienne le soutenir. Il y a peut-être des trucs à inventer comme ça entre professionnels pour se soutenir aussi les coudes. Je pense qu'on est prêt à le faire. Donc, ça pourrait être assez intéressant d'inventer des nouvelles formes de solidarité aussi pour passer cette crise, quoi. Entre professionnels et avec les visiteurs aussi, ceux qui Et ouais, pourquoi aiment pas. les territoires, viennent pas, etc. Ouais, mais en fait, c'est des choix de relance économique. C'est est-ce que derrière, en fait, on fait un espèce de keynésisme et derrière, en fait, on demande à l'État d'aider dans l'urgence, ou est-ce que derrière, on se dit on va faire un plan de relance et derrière, on va chercher de la consommation très rapide pour pousser derrière et à remettre en fait à niveau. Moi, je pense que c'est dangereux aujourd'hui parce qu'on ne sait clairement pas de comment on va vivre en fait cet été. Et donc, c'est dangereux de partir tout de suite en fait sur une promo quand je vois les 2 millions qui sont posés sur la table pour faire de la campagne pour la France et tout ça. Je trouve que c'est très dangereux parce qu'on ne sait pas du tout. Est-ce qu'on va être en IPRA local? Est-ce qu'on va être en tourisme de proximité? Ou est-ce que les gens vont quand même bouger malgré tout? Franchement, on ne sait pas du tout. C'est pas du tout clair. Les quelques études qui sont en train de sortir, c'est sur des tout petits panels, très biaisés. Donc, pour l'instant, je prendrai vraiment des pincettes. Encore, même moi, tu vois, je devais partir en Écosse cet été. Je ne sais pas si je vais finalement y aller ou pas. On va décider à la dernière minute. Donc, il faudra être très agile. Et s'il y a une deuxième vague, eh ben, ce sera encore plus compliqué. Donc, c'est là où il va falloir être agile, quoi. Oui, c'est là qu'il va falloir se réadapter en permanence parce qu'il est sûr que, moi alors, je suis tout à fait d'accord avec toi sur les études clientèle, les premières qui sont sorties sortent en plein confinement alors qu'on ne sait même pas la fin du confinement. Et C'est clair. alors du coup, Déjà, entre hier et aujourd'hui, ce ne sera pas pareil voilà, par rapport à l'annonce de Macron. voilà, donc pour nous et puis ailleurs. Donc je pense que là-dessus, on ne connaît pas, comme le disait Paul dans son intervention, on ne connaît pas l'état de la demande à ce jour pour la saison 2020. Et donc, une des choses, c'est de se dire d'abord se battre pour soutenir les entreprises. Et pour moi, c'est un rôle essentiel des organisations de gestion de la destination. Si on a bien une raison, le service public local du tourisme aujourd'hui, c'est de soutenir l'ensemble des acteurs du tourisme pour qu'ils passent cette première saison avec le moins de casse possible. Alors, ce que je vous propose, c'est que on se transporte de l'autre côté de l'océan Indien, puisque j'ai demandé à Pascal Virolo, qui est le directeur des îles Vanille. Les îles Vanille, ce sont les îles de Mayotte, Comores, La Réunion, Maurice, les Seychelles et Madagascar. Et il est directeur de cet organisme de promotion qui regroupe ces îles de l'océan Indien. Et il a bien voulu nous faire un point de ce qui se passe avec la crise dans ces destinations qui, pour certaines, sont vraiment monodépendantes du tourisme international. Je vous propose de l'écouter. Bonjour, je m'appelle Pascal Virolo et je dirige l'association des îles Vanille, qui est un regroupement de 6 îles de l'océan Indien: La Réunion, Maurice, Madagascar, Mayotte, les Comores et les Seychelles. Aujourd'hui, on va essayer de réfléchir à ce qui peut se passer dans quelques jours, dans quelques semaines, au moment où ce que l'on va appeler la reprise post-Covid.
pour les îles de l'océan Indien, qui sont des destinations long courrier, nos marchés émetteurs sont essentiellement en Europe, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va essayer de relancer sur ces marchés émetteurs en communiquant et en communiquant largement. Le risque, c'est que tout le monde soit inaudible parce que nous allons communiquer, mais tout le monde, tous les pays vont essayer de communiquer également. Et alors, tout le monde est en train de réfléchir en se disant est-ce qu'on va intervenir sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on va aller sur Internet? Et l'une des cibles premières, celle qui semble les plus simples, va être de relancer sur son marché intérieur, sur son marché local, pour peu que le marché local soit existant et qu'il soit solvable. Mais cela va poser un certain nombre de problématiques. Avant la crise du Covid, les structures touristiques fonctionnaient avec du marché local, mais également du marché international. Et il risque de se passer ce qui s'est déjà passé il y a quelques années, lorsque nous avions à La Réunion connu ce qui avait été qualifié de crise du chikungunya. La relance sur le marché local, souvent, se caractérise par une baisse du prix des prestations. Tout le monde veut avoir une efficacité de très court terme et la bagarre se fait souvent sur le prix. La problématique là-dessus, c'est qu'une fois qu'on a diminué un prix, il paraît très très difficile ensuite de le relever, ou en tout cas de revenir à des niveaux de tarifs antérieurs. Donc ça, c'est une alerte importante. Attention à beaucoup trop jouer sur les prix. L'autre problématique, ça va être une problématique aérienne. Aujourd'hui, on est dans le flou, on ne sait pas, mais on peut se poser des questions. Est-ce que les compagnies seront toujours existantes? Est-ce qu'elles vont continuer de servir les îles de l'océan Indien? Est-ce qu'elles ne vont pas essayer peut-être de se recentrer sur d'autres lignes, peut-être plus rentables? Peut-être auront-elles également des problèmes et elles devront, elles aussi, trouver de nouvelles stratégies, peut-être se recentrer sur leur propre marché local, peut-être aller sur des destinations plus moyens ou court courrier. Donc c'est aujourd'hui encore un peu le flou, mais ce sont des questions que l'on se pose très fortement. Au-delà de ces questions, ce qu'il faut se poser justement comme question, c'est de se dire, est-ce que ce modèle qui va arriver dans quelques jours sera toujours le même que celui qu'on a connu jusqu'à présent? Mon sentiment, et à la limite ça serait une réponse de Normand, c'est oui et non. Oui, parce qu'on sera toujours dans un modèle d'offre et de demande, on sera toujours dans un modèle où le prix sera important. Mais non, parce que dans tous les cas de figure, cette crise laisse et va laisser une trace. D'abord, il va falloir que l'on fasse beaucoup plus attention aux personnes fragiles. Il faudra que l'on soit en capacité de montrer que le côté sanitaire qui est aujourd'hui mis en œuvre, enfin en tout cas très prégnant, sera toujours actif. Tout ce que l'on met en avant aujourd'hui sera toujours actif demain. Ça, c'est un premier point. Et puis, il va falloir démontrer que nous allons et que nous avons pris en compte les impacts et les effets environnementaux. Cette crise est également une crise environnementale. Environnementale dans le sens sanitaire du terme. Et donc, demain, cela ne doit plus être accessoire, cela ne doit plus être un gadget. La prise en compte de l'environnement va être essentielle et je pense que ça va être le challenge numéro 1 à partir de demain. Alors, merci beaucoup pour cet échange à Pascal. Et il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont intéressants. J'espère, oui, le volume n'était pas très haut donc j'espère que tout le monde a dû tendre l'oreille pour écouter Pascal. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est que, et ça, il me semble que c'est un bon conseil. À La Réunion, avec la crise du chikungunya, ils ont bien compris que baisser les prix après une crise comme ça, c'était de la bêtise et ça ne fonctionnait pas. Demain, on ne sait même pas s'il y aura des lignes aériennes et dans tous les cas,
si on change notre modèle parce qu'on limite le tourisme international. Il y a des destinations aujourd'hui, comme certaines des îles Vanille, qui aujourd'hui doivent totalement réinventer un modèle, mais qui, pour elles, des fois à 100%. C'est comme un certain nombre de destinations en Europe ou de destinations au Québec. On parlait avec Paul la semaine dernière de Montréal, c'est un tourisme international au départ. Donc si on limite vraiment le trafic international, c'est quelque chose qui a vraiment de l'impact. Et en fait, ce que je note dans ce que dit Pascal, c'est que l'environnement, ne serait-ce que par rapport à la situation sanitaire et à la garantie sanitaire qu'on a, devrait être vraiment au cœur de toutes les réflexions des voyagistes. Donc là, on n'est plus simplement sur des convictions pour lui, on est sur une nécessité qui fait loi. Est-ce que l'un d'entre vous veut réagir par rapport à ça avant Guillaume? Parce que lui, il va... Merde! Avant Il est Guillaume. là, il se remue d'une fesse à l'autre. Ouais. Denis, vas-y. Vas-y, Denis. Oui, bah, très brièvement, en lien avec tout ça, moi, ce qui m'inquiète un peu, parce que je souhaiterais vraiment aussi qu'il y ait cette prise de conscience globale. Maintenant, il y a des sirènes très fortes qui vont se faire entendre, et c'est justement, enfin, moi, je m'attends aussi à une politique commerciale ultra agressive, agressive dans le ton, dans les campagnes et dans la politique tarifaire de la part des tours opérateurs et des autres voyagistes vers des destinations Riviera turque, etc. En tout cas, qui séduisent une certaine frange des consommateurs auxquels on parle de durabilité, d'environnement depuis pas mal de temps et que ça n'a pas l'air vraiment de tracasser malheureusement. Donc, même si la prise de conscience, elle progresse, il y a encore des irréductibles, je ne vais pas dire gaulois dans ce cas-là, je ne les qualifierai pas en tout cas, mais qui ne veulent pas aller vers cette prise de conscience. Et on va avoir, je le dis encore une fois, probablement cette politique commerciale ultra agressive de la part des gros voyagistes. Je témoigne, après EasyJet qui me proposait d'avoir des prix cassés jusqu'au 26 février prochain, c'est Volotea qui m'a envoyé un mot ce matin pour me dire que je peux acheter mon vol maintenant et que je pourrais le modifier à loisir quand je veux. C'est de la rassurance. Si je l'achète avant le 20 avril, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, de la part des compagnies aériennes, et ce qui est logique, c'est quelque chose qui s'entend. Hein. Il y a cette politique-là. Valérie, et puis après, je passe à Guillaume. Ben, tu nous demandais tout à l'heure comment est-ce qu'on vit cette crise. Je crois surtout personnellement que je vis cette crise vraiment comme un révélateur. D'abord au niveau, comme office de tourisme, dans le rôle des offices de tourisme, on a vraiment le devoir d'inventer des façons d'animer puis de soutenir la vie locale dans une économie qui sera plus que jamais une économie de proximité, dans laquelle il faut maintenir les liens de confiance avec nos partenaires. Mais c'est aussi un révélateur de notre créativité comme industrie à se développer dans un système qui devrait vraiment faire plus de sens, à la façon Small is Beautiful, justement. Quand j'entends Monsieur Ilvani, Pascal, parler, oui, j'entends sa préoccupation au niveau du transport aérien. C'est un enjeu que j'entends bien et que je comprends quand on est une destination d'insulaire. C'est clair, j'entends aussi sa préoccupation liée au prix, mais en même temps, si d'en faire plus de sens, on valorise encore plus l'humain, les couleurs, les accents locaux, les terroirs, les rencontres mémorables, les histoires, notre patrimoine nature dans un modèle durable, moi, ça me fait penser à un concept vraiment chouette qui est dans un démarrage de tendance. En tout cas, ici, il n'existe pas encore complètement, mais le fameux concept des micro-aventures. Donc une tendance peut-être discrète jusque-là, mais moi j'adore cette tendance, c'est vrai. Pourquoi est-ce que l'aventure, elle ne serait pas ici, près de nous, favorisant un tourisme de proximité, un tourisme domestique, sous forme de road trip, de virée week-end? Puis pensons-y, avec les valeurs sociales et familiales qui nous ont sauté en pleine face pendant notre confinement, comme disait Patricia tout à l'heure, toutes les valeurs là, de société, tu sais, cette solidarité, ce besoin d'être ensemble, ce temps de qualité qu'on passe avec nos amis, avec nos enfants, ou ce temps d'introspection aussi qu'on a le temps de faire. Le reste du temps, on n'a pas le temps, on a tout le temps la tête dans le guidon. Puis je pense que justement,
avec ça, avec ces éléments-là de changement, ben, ça pourrait devenir super important de prendre le temps de ces micro-aventures, un max 2 fois par année, plutôt que des grandes vacances 1 à 2 fois par année, à s'essouffler tout le reste de l'année, comme je disais, avec la tête dans le guidon. Alors, c'est vrai qu'on attendra sûrement des voix à dire « ouais, mais bon… » le tourisme domestique, c'est pas du vrai tourisme, ou c'est pas payant. Sauf qu'à court terme, parce que Jean-Luc, tu nous as quand même tu nous as demandé de se positionner à court terme. À court terme, c'est probablement le mieux qu'on pourrait espérer en termes de tourisme et de saison touristique. Puis Et à long terme, et à long comment terme, et à long terme aussi. Oui, oui, mais c'est ça que j'allais dire, c'est qu'en fait, à court terme, c'est probablement le mieux qu'on pourrait espérer, mais on ne devrait même pas agir comme si on allait devoir s'en contenter. À mon avis, au contraire, on devrait sincèrement s'en préoccuper de ce modèle-là, parce qu'on a du sens à bâtir comme industrie dans nos destinations, qu'elles soient petites, qu'elles soient grandes, avec nos entrepreneurs locaux. On devrait regarder avec beaucoup plus d'intérêt, de curiosité, puis de fierté ce qu'on a tout près de nous, sous nos yeux, accessible, puis trouver avec nos entrepreneurs des moyens créatifs de valoriser tout ça, sans craindre la pression que ça vaille rien en termes de retour sur investissement ou de PIB. Ça pourrait même valoir autrement plus, si on y pense, aux yeux de nos visiteurs. C'est quoi le prix ? Pour moi, ce n'est pas le prix qui est le plus important, c'est la valeur de ce qu'on offre. Les gens seront prêts à un moment donné à payer le prix qu'il faut si la valeur de ce qu'on offre dépasse leur attente. Voilà, donc ce fameux, pour moi, small is toujours beautiful. Puis mine de… Quand tu es small, justement, comme les îles Seychelles et 90 000 habitants, ça va quand même être malgré tout plus difficile pour eux quand on n'a pas à proximité une population pouvant faire du tourisme. Oui, je suis d'accord, mais en même temps, oui, je suis d'accord. Mais en même temps, même comme insulaire, les îles Vanille, c'est des îles qui sont quand même toutes à proximité les unes des autres. Et le tourisme domestique peut se faire à l'intérieur de ces îles aussi. Moi, ouais. Guillaume, ton avis là-dessus? Par rapport aux îles Vanille et à Pascal, ça me fait penser qu'il y a 2 ans, en fait, j'étais invité par le CESE, Conseil économique, social et environnemental à Paris, pour parler du tourisme durable dans les DOM. Et moi, je leur ai dit, à long terme, je vois quoi? 3 options potentielles. C'est parce qu'on va avoir des problématiques climatiques tellement fortes qui vont impacter sur l'aérien. Et donc là, c'est les prémices en fait de ce qu'on vit actuellement. Et je leur ai dit, mais en gros, soit c'est une grosse montée en gamme et on n'aura pas le choix parce qu'en fait, ce sera les gens qui seront capables en fait de venir sur les îles Vanille, ce qui est déjà le cas, mais en fait peut-être encore plus cher. Il y a encore plus de qualité de produits et de services derrière. C'est pas très inclusif, quoi. Soit derrière, c'est on vient, mais on vient plus longtemps parce que on doit à la fois économiser le carbone et économiser le prix du vol qu'on va devoir payer. Soit derrière, vous pensez à du tourisme virtuel, quoi. Et ils m'ont regardé en face en mode mais qu'est-ce qu'il raconte ce mec, quoi. Et en fait, là, on vit le truc, c'est que les destinations qui vont être dépendantes de marchés lourds en carbone, ça va être compliqué, quoi. Donc, il va falloir réellement se réinventer ou se dire que le tourisme, c'est peut-être pas en fait l'économie qu'il faut sur notre territoire. Il faut peut-être d'autres choses qui sont plus en mode autonomie, quoi. C'est compliqué, c'est complètement incorrect de dire tout ça sur un débat autour du tourisme. Mais en gros, si derrière, il y a un mec hier à la télé qui a dit qu'il fallait inventer une société sobriété carbone et résilience. Il a dit ces mots-là hier soir, Macron. Donc, si on le prend au pied de la lettre, concrètement, comment on fait une société sobre en carbone et résiliente où on prend l'avion régulièrement pour aller dans des destinations? Donc, en tout cas, moi, je suis désolé, mais il va falloir clairement, le côté techno-solution, ça ne vient pas et ça ne viendra pas tout de suite. Donc, il va y avoir quand même une vraie problématique à gérer. Et le Covid, c'est juste une prémisse de ce qu'on va vivre plus tard. Il va falloir trouver peut-être des vrais pivots pour les destinations, pivoter réellement en fait certains choix qui seront très très compliqués à prendre. Et là, je suis vraiment désolé, mais il faudra prendre ces choix.
Même chose d'ailleurs, sans doute pour des destinations européennes qui ont une forte attractivité internationale et qui seront peut-être aussi impactées. Pour toi, Patricia, aussi, on vit avec le Covid ce qu'on imaginait quand on disait demain, il y aura un gros événement climatique où il y en aura de plus en plus et ça va changer. C'est le début. Tu es d'accord avec Guillaume là-dessus? Ah, complètement, moi je rejoins complètement Guillaume là-dessus. Je crois que c'est vraiment ça nous oblige, quelque part, cette crise, elle est là pour nous obliger à nous repositionner et à tendre vers un tourisme plus bienveillant. Moi, je suis convaincue, enfin, quand je dis que je ne suis pas inquiète, c'est parce que je reste convaincue que des destinations comme la nôtre, comme le Val d'Airain, je pense qu'on peut être les petits gagnants quelque part de cette crise. C'est bizarre à dire, mais voilà, nous, on est vraiment un territoire de valeurs où on a toujours mis en avant plus les gens que nos paysages ou qu'autre chose, bien qu'on ait les plus beaux paysages, hein, personne n'en doute là-dessus. Mais voilà, je crois qu'il y a vraiment une histoire de valeurs et cette crise, elle nous oblige à nous mettre au ralenti, à voir aussi un peu ce qui se passe autour de nous, à profiter finalement de toutes ces petites choses simples qui sont autour de nous. Valérie parlait de la micro-aventure, et c'est tellement ça. Moi, je parle toujours, c'est pas un mot que j'utilise, la micro-aventure, parce que j'aime pas le côté trop marketé de la chose. Moi, j'ai toujours mes petits moments de bonheur simple, mais c'est exactement ça. C'est ces petits moments de bonheur simple, et même moi qui suis, je dirais, une prescriptrice de ma destination et qui apprécie ces choses-là, ça fait 30 jours que je m'étonne à redécouvrir ce qui est autour de chez moi. Et, et ça me frappe. Et en même temps, j'aurais envie que tout le monde, quelque part, fasse ça, redécouvre ce qu'il y a autour de chez lui et devienne un prescripteur de son territoire pour demain. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'aller loin. Alors, dans ce monde qui doit changer, je suis désolé de vous dire, mes amis, que tout le monde ne pense pas comme vous. Preuve, le rapport Laurent Berger, le dernier qui vient de sortir et qui est un cabinet d'études, un consultant international qui étudie finalement l'évolution économique dans tous les secteurs d'activité. Alors déjà, il montre que le secteur le plus impacté par la crise du Covid sera le tourisme, en deux, le transport aérien, ça, on l'aurait deviné. Et il y a dans chaque secteur le scénario new normal, c'est-à-dire le scénario quand c'est à nouveau normal. Ce qui veut dire que vraiment, déjà, dans la forme de pensée de ces consultants et qui est partagée par beaucoup dans le monde occidental, on va revenir à quelque chose de normal qui était la même chose que ce qui était avant. C'est bien noté dans ce type de rapport. Il ne verra le jour qu'en 2021 ou 2022, il fera place à un secteur structurellement différent. Une reconfiguration des paysages sectoriels est attendue, notamment dans le secteur de l'hébergement. La vague d'investissement nécessaire pour entretenir les destinations dans les prochaines années ne pouvant plus être financée, une consolidation des acteurs du secteur pourrait permettre de maintenir les équilibres financiers. Autrement dit, il y a des grands groupes qui vont racheter encore plus de chaînes hôtelières, de villages vacances, etc. Cette consolidation pourrait également voir le jour sous le giron d'un opérateur de l'État afin de protéger ce secteur clé de l'économie française, puisqu'on est sur la France, donc du coup avoir un outil qui préserve l'hébergement français. De plus, la crise devrait durablement changer les pratiques des professionnels, qui devront notamment s'adapter pour prendre en compte durablement des considérations sanitaires et environnementales. Et enfin, la crise aura un impact fort sur la transformation des professionnels des acteurs, tant sur les propositions de valeur que sur les modèles économiques, avec un restructuring des coûts, donc il va falloir que ça coûte encore moins cher. Donc vous voyez qu'on a quand même toute une frange de l'idéologie économique qui reste sur un modèle en disant on va pouvoir venir en 2021, 2022 sur un modèle à peu près normal. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change et que ça aille plus loin que juste une déclaration du journal de 20 heures? Silence éloquent, Jean-Luc. Quel silence éloquent pour tout le monde. Non, mais moi, je pense, Roland Berger, c'est bien, ils sont dans leur rôle en fait derrière de dire que, en gros, on va retourner à un business as usual, normal, on va pouvoir réinvestir. Après, il y aura de la consolidation, c'est ce qui s'est passé après la crise économique de 2008, que ce soit dans l'aérien ou dans le tourisme. On a eu des rachats, etc. Voilà, ils sont sur, en gros,
des gros cabinets d'experts, en fait, où on tire les fils, quoi. Bon, ça s'est passé comme ça, on a appris, on va faire pareil, etc. J'aimerais qu'on chamboule tout. J'aimerais qu'on chamboule tout, en fait. C'est à nous de réinventer le truc. Là, en ce moment, avec le ministère en France, on est en train de réinventer les nouveaux indicateurs de performance, notre espèce de truc assez intéressant sur lequel on peut creuser. Je l'ai dit dans l'article ce matin, en gros, on parle d'un plan de relance, mais il y en a qui disent qu'il faut un plan de transformation citoyen. Valérie l'a partagé aussi. Je pense que c'est cool, ça. Ça, c'est ce qu'on veut. Et on veut qu'en final, que Roland Berger, les trucs qu'il raconte, c'est faux. Et que derrière, on arrive à réinventer quelque chose où derrière, je sais pas, Valérie, elle parlait du bonheur, des micro-aventures, etc. Moi, je veux que ça rentre dans notre comptabilité d'entreprise ou de territoire demain. Et qu'au final, on arrive à inventer une société post-croissance qui n'est pas sur un modèle de on court après le PIB et c'est super, c'est bon, on gagne notre fric, on est content, on peut consommer. Non, moi, je veux autre chose, clairement. Et ça, c'est à nous de l'inventer. On est conscient aujourd'hui de ça. Let's go. Et je veux qu'on fasse exploser, en fait, ces consultants à la neuneu, là, qui racontent toujours des conneries, quoi. Et ce qui va être extrêmement compliqué aussi, c'est de faire la part des choses dans ce genre de rapport ou même quand la presse parle de tourisme, c'est de quel tourisme on parle, quoi. Parce qu'ici, quand ils parlent de soutenir, de relancer le tourisme, je pense que le tourisme, pour lui, c'est les tours opérateurs, c'est les compagnies aériennes, c'est ce qui est vraiment économiquement, on va dire, puissant et qui va un petit peu à l'inverse de ce qu'on souhaiterait entendre. Et ce n'est pas le tourisme dont nous, on aime parler et qui est celui de notre lectorat non plus. Mais ça démontre aussi ce problème aussi de ce que j'appelle moi la consanguinité des idées. Moi aussi, je ne suis pas très ravi d'entendre de ce rapport et je dirais bien ma façon de penser à ce monsieur Berger, comme tu dis. Mais en tout cas, si c'est le berger, je ne serai pas son mouton. Mais c'est joli, Denis. Oui, voilà, je ne serai pas son mouton, mais en même temps, je parlais de la consanguinité des idées. C'est bon aussi d'entendre qu'il y a quand même pas mal de gens qui ne partagent pas notre point de vue et qu'il va falloir en tenir compte aussi. Et ça rend d'autant plus difficile l'analyse de ce que sera cette après-crise. Pardon. Dans les commentaires sur le live Facebook actuel, il y a des commentaires très intéressants. Il y a Nicolas, notamment de Dianous, qu'on salue, qui dit il y a aussi à faire prendre conscience aux clients quand même, parce que c'est vrai qu'il y a les décideurs, mais il y a aussi les touristes, sans les accabler, ceux qui pratiquent le city break, etc. C'est aussi comment on travaille, et pas uniquement avec des campagnes de promotion, pour arriver à faire cette prise de conscience. Et est-ce qu'aujourd'hui, et là je m'adresse à Patricia, qui est vraiment, elle, dans l'influence, aussi dans les réseaux sociaux, est-ce qu'aujourd'hui, il y a peut-être une opportunité là, non? Clairement, oui. Mais je pense que c'est à chacun d'entre nous aussi d'affirmer ses valeurs et puis de se positionner. Moi, je pense que voilà, les clients, ok, on a les clients qui nous ressemblent quelque part. Mais si je prends l'exemple de ma maison d'hôte, voilà, qui est un exemple tout à fait modeste, mais depuis 10 ans, j'ai fait le choix de me départir de tout intermédiaire et de ne pas avoir, de ne pas être distribué sur les OTA, de n'avoir aucun intermédiaire. Et du coup, j'ai une clientèle de proximité et avec des gens qui me ressemblent et qui adhèrent à mes valeurs. Et c'est aussi pour ça que je suis quelque part. Cette crise, elle intervient à un moment très, très opportun. Valérie? Moi, j'adore. Oui, on a des clients qui nous ressemblent et on a des clients qu'on mérite aussi. Oui, les gros Denis, tu dis, ces gens-là, ils parlent, ils pensent pas comme nous. C'est vrai que la consanguinité des idées, ça n'a jamais mené nulle part et c'est bien qu'on ait des idées différentes. Néanmoins, est-ce que c'est réellement des idées qu'ils ont et qu'ils amènent? Est-ce que c'est réellement une vision qu'ils ont et qu'ils amènent? Ou ils se contentent simplement de regarder les indicateurs de performance de avant et puis des indicateurs de toute façon qui nous ont emmenés ou qui nous ont aussi emmenés là où on est aujourd'hui, hein, toujours plus gros, plus brillant, plus waouh, plus grand, plus tout. Puis finalement, paf, ça nous pète en pleine gueule. C'est sûr que si on reste dans ces modèles-là, dans ces indicateurs-là, et qu'on mesure ces indicateurs et on dit ah ben oui, mais si on regarde ces indicateurs, on va droit, il faut absolument réagir, faire quelque chose. Mais ça, c'est pas des idées, c'est pas de la vision, ça. Ça, c'est uniquement faire the same old shit.
Maintenant, oui, se prendre en main, ça ne sera pas du jour au lendemain. Mais oui, on a on a les clients qui nous ressemblent et il y aura toujours des clients pour tout type de produits. Mais si on multiplie, si on fait l'effort de multiplier des produits et des expériences qui ressemblent à celles dont on parle depuis tout à l'heure, que ce soit Guillaume, Patricia. Moi, Patricia, quand je t'entends parler de ton produit, c'est bon, j'ai envie d'y être là tout de suite, tu vois. Ben voilà, c'est ça. Puis c'est faire parler les gens de ces terres-là avec leurs histoires, les mettre en relation. Puis, enfin voilà, pour moi, c'est ça du tourisme. C'est sûr qu'il faut faire vivre les infrastructures qu'il y a autour, les hôteliers, les gîtes, les campings. Mais il y a moyen de multiplier ces clients-là en fonction d'une belle expérience qu'on a à leur offrir. Voilà, moi je reste définitivement. Puis franchement, comme OGD, là, comme organisme de gestion de destination, on ne lâchera pas de vouloir valoriser notre terroir local. Porté par ces humains, leurs histoires à raconter, dans des espaces-temps à partager, avec des aventures locales à proposer. Puis c'est exactement ce qu'on va proposer aussi aux autres touristes, les internationaux, là, quand ils décideront d'aller un petit peu plus loin, puis ça sera peut-être en 21 ou 22, mais rendu là, je me dis qu'on leur aura préparé un sacré beau terrain de jeu. Alors du coup, comme on a les clients qui nous ressemblent, ça veut dire qu'il faut agir en premier lieu sur les prestataires touristiques pour qu'eux-mêmes évoluent dans ce sens-là. Et c'est vrai que là, il y a un gros chantier pour les OGD. Alors on va arriver au terme de cette émission, un petit tour de table, les amis, pour un peu le conseil du jour à ceux qui nous écoutent. Ce n'est pas présomptueux, c'est juste qu'on peut tous se donner des conseils dans l'époque à laquelle on est. Denis, je commence par toi. Moi, je vais peut-être faire le lien direct avec ce que Valérie a dit, donc le côté expérientiel, consommation locale. Et là, je pense qu'il y a vraiment une grosse responsabilité des OGD. Certains le font déjà, mais je trouve encore beaucoup trop timidement, à justement repenser la manière de structurer les sites web, de restructurer les catalogues pour mettre en avant justement ces producteurs locaux et de raisonner un peu out of the box. De changer notre façon de communiquer clairement pour renseigner vraiment ce qui semblerait devenir une attente forte des clientèles et donc voilà, la demande sera là quand il faudra reprendre, autant la préparer maintenant qu'on a un petit peu de temps et donc probablement lever le pied sur les réflexions sur le marketing international pour beaucoup plus promouvoir son offre locale plus largement. Patricia, petit conseil? Prenons le temps. On se plaint toujours qu'on a le temps de rien. Et là, prenons le temps de profiter des petits moments de ce confinement. Et puis, voilà, prenons le temps de réfléchir. Moi, je vais continuer, en tout cas, sur ma ligne du moins mais mieux. Guillaume? Mon conseil, c'est prenons le temps aussi, mais prenons le temps d'apprendre en fait de cette crise parce que c'est pas la dernière. Et il va falloir qu'on arrive à gérer ces chocs-là économiques, sociaux, environnementaux. Il va falloir qu'on arrive à les gérer beaucoup mieux pour pouvoir justement tenir dans la durée et en même temps, si on apprend bien, on va aussi proposer des alternatives en fait à ce qui se passe là, parce que comme l'a dit Valérie, petit à petit là, si on continue juste comme ça en remettant en fait des choses dans le système pour faire comme avant, ça marchera pas. Donc il faut qu'on arrive en fait à changer complètement. Mais ouais, préparons-nous, c'est pas le dernier des chocs qu'on va vivre, quoi. Et Valérie, en direct de Shawinigan. Il y a une expression de Churchill que j'aime bien, mais qui peut avoir l'air un peu présomptueuse, mais non, sa traduction française, c'est ne gaspillons jamais une bonne crise, quoi. Je sais qu'une crise, c'est dur, hein, c'est dur à vivre, c'est dur à encaisser. On ne vit pas de la même façon face à tout ça, mais à chaque fois qu'on tombe, profitons-en pour ramasser quelque chose et puis construisons avec. Moi, j'ai confiance qu'on peut faire mieux et puis
qu'on va faire et puis qu'on peut faire vraiment beaucoup mieux. Et voilà. Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre. Moi, je retiendrai l'idée qu'on a des clients qui nous ressemblent, donc si nous on change, sans doute que nos clients aussi vont changer et que ça pourra faire évoluer le modèle. Merci à tous. On se retrouve mardi prochain avec Pierre Bellerose, Géraldine Huet de La Réunion notamment, et puis d'autres invités et d'autres témoignages de pays francophones. Merci à vous et puis bonne semaine. Merci, bye. Merci, Ciao. Jean. Au revoir. Ha!